7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal voici les principaux titres. Maître Moussa Sarr a présenté un amendement visé à étendre l'obligation de publicité de la déclaration de patrimoine au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, cela au-delà du seul président de la République. Et puis 43 organisations de la société civile veulent réformer la Constitution. Elles réclament plus de redevabilité des élus, plus de dialogue entre institutions et une gouvernance débarrassée des calculs politiques. Nous allons parler dans ce journal de la santé avec Andrew Guessem qui continue son bras de fer avec l'État. Les syndicats autonomes de la santé est en grève à partir d'aujourd'hui. Une grève de 48 heures, un mouvement national sans service minimum ni prise en charge des urgences. Le ministère de l'Éducation nationale va procéder à un recrutement spécial complémentaire de 2527 enseignants. C'est pour l'année scolaire 2026-2027, une décision qui vise à renforcer les effectifs enseignants à l'approche de la prochaine rentrée scolaire. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. Maître Moussa Sarr a présenté un amendement visant à étendre l'obligation de publicité de la déclaration de patrimoine au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre. C'est là au-delà du seul président de la République. Le gouvernement s'est référé à l'article 82 pour faire cet amendement. Selon le juriste El Hadji Amat Thiam, il ajoute que les députés ont obligation de tout voter. El Hadji Amat Thiam, juriste, est joint au téléphone par votre servitrice. Bon, vous savez, si l'amendement du ministre de la Justice est encore avéré dans cette session extraordinaire à l'Assemblée nationale pour les projets de loi, surtout la modification de l'article 37 de la Constitution, qui fait obligation au président de la République dès son entrée en fonction, après avoir prêté serment, il doit faire sa déclaration de patrimoine au niveau du Conseil constitutionnel, qui doit la publier au journal officiel. Maintenant, le garde des Sceaux qui représente le gouvernement, le président de la République, si le gouvernement aussi fait encore un amendement en se référant à l'article 82, le fameux article 82, point 4, dans ce cas de figure-là, si le gouvernement a l'obligation d'introduire ces amendements. Et la loi n'a pas précisé le texte pour le projet ou la proposition-là. Il a dit tout simplement les textes soumis à discussion. Donc dans ce cas de figure-là, s'il y a des amendements qui portent sur les autorités parlementaires comme le président de l'Assemblée nationale ou le Premier ministre, de faire autant aussi de faire la déclaration de patrimoine à l'entrée comme à sortie. Dans ce cas-là, les députés ont obligation de tout voter. Parce que voilà, les amendements, c'est une bombe à retardement, une bombe nucléaire du gouvernement pour tordre le bras aux députés de procéder à leurs amendements ou à leurs modifications dans un texte de loi proposé ou dans un projet de loi. Donc je pense que si le ministre de la Justice évoque encore l'article 82.4, l'Assemblée a l'obligation soit de rejeter tout ou de voter tout. Nous reparlons de la déclaration de patrimoine. Elle est toujours au cœur de l'actualité après la publication par l'OFNAC des listes provisoires des assujettis en règle et des défaillants. Le débat se poursuit sur l'efficacité du dispositif et l'application des sanctions. Le Forum civil invite les nouvelles autorités à franchir un nouveau cap avec la publication des patrimoines déclarés, une exigence présentée comme un levier de transparence, de contrôle citoyen et de bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Babacar Ba est le président du Forum du Justiciable. Il s'en explique dans ce compte rendu signé Djibril Niane et de Cheikh Tidiane Sène. La déclaration de patrimoine au cœur de l'exigence de transparence. Après la publication des listes des assujettis, le Forum du Justiciable appelle désormais à un contrôle rigoureux de la sincérité des déclarations. C'est vrai que le fait de déclarer son patrimoine, c'est déjà bien, mais bon, il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on s'assure de l'exactitude de la déclaration, c'est-à-dire la conformité de la déclaration. Est-ce que les biens déclarés, en réalité, ce sont des biens qui existent? Est-ce que la personne a déclaré l'intégralité de son patrimoine? Je pense qu'il faudrait qu'il y ait après un suivi. Babacar Ba, président du Forum Justiciable, appelle également à l'application effective des sanctions prévues par la loi. Les personnes, en tout cas, qui s'abstiennent de déclarer leur patrimoine,
aujourd'hui, on a la possibilité d'opérer en tout cas une retenue sur leur salaire. Les 1/4 de leur salaire peuvent être confisqués. Ça, c'est déjà bien, c'est une sanction pécuniaire. Mais également, il y a des sanctions administratives. Si la personne aujourd'hui a été nommée par le président de la République ou bien par une autre personne, je pense que voilà, il peut être suspendu. Hein. Ça, c'est des sanctions administratives qu'il faut appliquer, mais également, il y a des sanctions pénales. Donc, ceux qui refusent de faire leur déclaration de patrimoine, ils peuvent aller en prison. Pour le Forum du justiciable, l'exercice doit s'inscrire dans la durée et dans la transparence, comme par exemple rendre publique la déclaration de tout assujetti. Je pense également qu'aujourd'hui, on doit arriver à un niveau où les déclarations de patrimoine doivent être rendues publiques. Je pense que ce serait une étape importante dans la lutte contre l'enrichissement illicite. Aujourd'hui, le patrimoine du président de la République est rendu public. Donc, si aujourd'hui le président, qui est la clé de voûte de toutes les institutions, qui est la première institution de ce pays, son patrimoine est rendu public, mais qui peut le plus, peut le moins. Contrôle, sanction et suivi du patrimoine, autant d'exigences pour donner à ce dispositif toute sa portée dans la gestion du gouvernement public, afin d'éviter tout enrichissement illicite ou encore corruption. Djibril Niane, il y a aussi la polémique sur les fonds spéciaux attribués à Ousmane Sonko, au fonds politique. Cela relance une vieille question au Sénégal. Où s'arrête la nécessité de disposer de crédits d'intervention et où commence l'opacité dans la gestion de l'argent public? C'est aujourd'hui la question que l'on se pose parce que derrière la bataille politique entre majorité et opposition, un enjeu plus profond se dessine. Des fonds peuvent être parfaitement prévus par la loi tout en restant difficile à tracer dans leur utilisation. Le vrai sujet n'est donc peut-être pas Ousmane Sonko, mais la transparence, le contrôle et l'impact réel de ces dépenses sur leur population, sur les populations plutôt. Une réflexion de Mariam Sodendiaya. Derrière fonds secrets, fonds spéciaux, fonds politiques, fonds d'intervention, il y a une seule question. Qui prend l'argent public? Pourquoi faire? Et qui contrôle? La polémique autour d'Ousmane Sonko ne doit pas se résumer à un duel pro versus anti. Deux vérités à poser. 1. Ousmane Sonko n'est pas le premier. La Cour suprême a confirmé en 2026 que des fonds politiques existent au budget de la présidence et de la primature. Elle n'a juste pas donné les montants. 2. Tous les fonds ne se valent pas en compte spécial du Trésor est prévu par la loi de finances. Ce n'est pas automatiquement une caisse noire. Mais voilà le nœud du problème. Légal égale transparence. Un crédit peut être 100% légal sans que le citoyen sache comment il est dépensé, arbitré et contrôlé. Et c'est là que ça coince. Pendant que l'État demande des sacrifices, parle de redressement budgétaire, le citoyen a le droit de demander combien, pour quelle mission, avec quel justificatif, quel impact pour les populations. Le vrai débat, ce n'est pas Ousmane Sonko a-t-il un fonds. Le vrai débat est, peut-on encore accepter des fonds publics opaques en 2026? Si la rupture promise veut dire quelque chose, elle commence ici. Moins de nébuleuses, plus de traçabilité, moins de confiance aveugle, plus de contrôle. Parce qu'un fonds public n'appartient ni au président, ni au premier ministre, il appartient au peuple. Et puis de toute façon, c'est le programme qui a été vendu et acheté par les Sénégalais. Et le Conseil constitutionnel qui change de visage mais pas de poids dans le jeu institutionnel, installé ce mardi à la présidence de l'institution, Ousmane Diagne arrive à un moment où les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif est particulièrement surveillé. Sa première grande épreuve sera de garantir que les différents politiques restent encadrés par le droit et que la Constitution demeure la seule ligne rouge. Un récit de Mme Sorna Dramé. La tâche s'annonce d'autant plus sensible que le Conseil vient lui-même de se retrouver au centre d'un bras de fer institutionnel. Le 9 juillet dernier, les sages ont déclaré contraire à la Constitution la loi de révision constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale. Une décision qui rappelle que le Parlement, même lorsqu'il exerce son pouvoir de révision, doit respecter les règles prévues par la loi fondamentale. C'est dans ce décor que Ousmane Diagne prend les commandes. Dans son discours d'installation, le nouveau président a mis en avant plusieurs
exigences: le respect du droit, la responsabilité, la confiance, la sérénité et l'indépendance dans l'exercice de la fonction. Il entend également privilégier une démarche collégiale avec des décisions fondées sur l'examen juridique plutôt que sur les rapports de force. Un cap qui sera particulièrement attendu lorsqu'il faudra examiner des textes pouvant opposer les institutions ou susciter de fortes tensions politiques. Et pour relever ce défi, Ousmane Diagne possède une longue expérience de la justice. Magistrat de carrière, il a notamment exercé comme procureur général près la cour d'appel de Dakar avant de devenir ministre de la Justice, garde des Sceaux. Mais une autre particularité accompagne son arrivée. Le conseil qu'il dirige aujourd'hui pourrait être appelé à changer profondément de forme. La réforme institutionnelle envisagée prévoit en effet de substituer à l'actuel conseil constitutionnel une cour constitutionnelle avec une nouvelle organisation et des compétences redéfinies. Autrement dit, Ousmane Diagne doit consolider une institution dont l'avenir institutionnel est déjà en discussion. Son mandat commence donc avec une double exigence: arbitrer les conflits d'aujourd'hui et préparer peut-être la transition vers l'institution de demain. Une équation délicate où le droit devra plus que jamais rester au-dessus des rapports de force. 43 organisations de la société civile se sont réunies hier pour formuler des propositions de réforme de la Constitution. Parmi leurs principales revendications, il y a l'obligation pour les élus de rendre compte aux citoyens. Il y a aussi une meilleure concertation entre les institutions. Ces acteurs dénoncent également l'utilisation du pouvoir à des fins politiques et appellent à des changements pour renforcer la bonne gouvernance et le renforcement et le fonctionnement plutôt de la République. C'est un compte rendu signé Khalifa Babakar Fall et Mohamedou Fallou Seck. Parmi les principales revendications formulées, l'obligation pour les élus de rendre compte aux citoyens. Pour ces acteurs de la société civile, les représentants du peuple doivent davantage répondre de leur gestion et de leurs décisions devant les citoyens. Nous disons qu'il est essentiel de prévoir dans la Constitution un dispositif rappelant la nature de la relation entre le citoyen mandant et l'élu, en instaurant une règle, une obligation pour l'élu mandataire à consulter et à rendre compte à son mandant qui est le citoyen. Autre préoccupation soulevée, l'absence de concertation entre les deux principales institutions de la République. Une situation qui, selon eux, peut fragiliser le fonctionnement des institutions et créer des tensions au sommet de l'État. En dénonçant l'absence de concertation, surtout l'absence de concertation transpartisane. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que c'était des logiques partisanes qui étaient en train de s'opposer l'une à l'autre, et une absence de dialogue entre les deux institutions majeures, à savoir le président de la République et l'Assemblée nationale. Et nous avions tous été très inquiets. Les organisations dénoncent également l'utilisation du pouvoir à des fins politiques. Elles estiment que tel usage constitue un détournement de pouvoir et appellent davantage de respect des principes démocratiques. Lorsqu'on vous confie le pouvoir, vous devez l'exercer dans l'intérêt général et non à des fins personnelles ou au profit de votre parti. Celui à qui l'on confie le pouvoir doit donc être compétent, responsable et animé par le sens du bien public. C'est pourquoi nous insistons sur la préservation des biens de l'État. Nul ne doit se les approprier ou en faire un usage personnel. Toute personne qui s'en rendrait coupable devra répondre de ses actes et s'exposer à des sanctions sévères. À travers ces propositions, les 44 organisations veulent contribuer à des changements institutionnels et à une meilleure démarche de la République fondée notamment sur la responsabilité, la transparence et la reddition des comptes. Parlons santé avec l'Alliance des syndicats autonomes de la santé Andegusum qui déclare une grève générale de 48 heures à partir d'aujourd'hui. Une grève menée sans service minimum et prise en charge des urgences dans les structures de santé publique du pays. Selon le secrétaire général Mballo Diathiam qui proteste contre le non-respect des accords signés avec le gouvernement et ce qui concerne également le passif social des travailleurs de la santé. Mballo Diathiam que je vous propose de suivre.
L'Alliance Andegesum rappelle à l'opinion nationale et internationale la tenue de la grève du jeudi 13 et du vendredi 14 août 2026. Et cette grève-là, nous la faisons sans urgence et sans service minimum. Cela signifie que les travailleurs resteront chez eux. Quand un travailleur reste chez lui, donc, il ne doit ni soins ni services donc, aux populations. C'est à l'État de s'organiser pour assurer les services minimums qui est une obligation pour l'État et non pour le travailleur. Nous avions l'habitude de le faire parce que nous étions en train simplement d'humaniser donc nos actions de lutte en procédant à l'observance des urgences et du service minimum. Mais on a vu qu'en observant les urgences et les services minimums, l'État coupe nos salaires et de manière indue. Nous exerçons un droit, il le sait très bien, et que nous n'avons aucune obligation d'assurer le service minimum et les urgences quand chacun est chez lui, parce qu'étant en grève. La grève étant une suspension provisoire donc du contrat de travail pour ne pas dire des obligations professionnelles. La rétention de l'information sanitaire a commencé le 10 et se poursuivra durant 3 mois si l'État ne réagit pas. Et au-delà des 3 mois, nous ne serons plus responsables de quoi que ce soit, ni de la qualité des données, encore moins de leur complétude ou de leur qualité, de leur exactitude. En plus bref, le ministère de l'Éducation nationale va procéder à un recrutement spécial complémentaire de 2527 enseignants. C'est pour l'année scolaire 2026-2027. L'opération a été autorisée par le gouvernement et vise à renforcer les effectifs d'enseignants à l'approche de la prochaine rentrée scolaire. Une rencontre de partage consacrée à ce recrutement est prévue ce matin à partir de 11h dans la salle de réunion du secrétariat général du ministère de l'Éducation nationale. Cette réunion va permettre aux différents responsables concernés d'échanger sur les modalités de mise en œuvre de cette opération et sur les dispositions à prendre pour assurer son bon déroulement. Et puis, selon les dernières données publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, les prix à la consommation connaissent une progression au Sénégal. Les produits alimentaires figurent parmi les principales catégories concernées par ces hausses. Face à cette situation qui pèse davantage sur le pouvoir d'achat des ménages, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, à travers son coordonnateur au niveau du pôle centre, interpelle le gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour contenir la hausse des prix. Il se nomme Atnan Dem. Il est joint au téléphone par Khalifa Ababakar Fall. La coordination du pôle centre de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal a pris connaissance avec une grande préoccupation les dernières données publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie sur l'évolution du prix à la consommation au Sénégal. Selon les données de l'ANDES, les prix à la consommation ont progressé de 1% en juin 2026 par rapport au mois précédent. Tandis que les produits alimentaires ont enregistré des hausses particulièrement importantes. Certains produits frais, notamment des légumes, connaissent des augmentations très préoccupantes. Pour l'INSS, ces chiffres doivent interpeller fortement les pouvoirs publics. Derrière les statistiques se trouvent des milliers de ménages sénégalais qui éprouvent quotidiennement des difficultés à se nourrir correctement, à payer leurs factures, à assurer des frais de transport, de santé et de l'éducation. L'INSS considère que la maîtrise du coût de la vie doit demeurer une priorité nationale. Il ne suffit pas de constater les hausses, il faut agir rapidement sur les causes profondes, notamment les problèmes. Et nous allons à Kermassar Extension où la colère monte. 200 acquéreurs de terrain achetés entre 2018 et 2021 dénoncent la non-délibération de leurs parcelles. À travers un point de presse tenu hier, ils demandent l'arbitrage direct du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de la primature pour entrer en possession de leur lot de terrain et d'accélérer également la délivrance des baux. C'est un reportage, un compte rendu de Bénédicte Sagna et de Félicité Oumoulatire-Gueye. Où sont nos terrains? 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 Brassard rouge au bras, des pancartes où c'est écrit « Plus de promesses, rendez-nous nos terrains ». Le collectif des acquéreurs de terrains situés à Kermassar fustige le blocage de leurs parcelles foncières. Certains d'entre nous ont souscrit en 2019, d'autres en 2020, d'autres encore depuis 2022. Et pourtant, en 2026, plusieurs d'entre nous attendent toujours leur terrain. Des années passent, mais notre attente, elle demeure. Pendant toutes ces années, nous avons fait preuve de patience. Nous avons privilégié le dialogue. Nous avons attendu les explications.
nous avons espéré que la situation se réglerait. Un appel à la transparence et à la protection des acquéreurs. Le collectif ne pose qu'une question, à savoir où sont leurs terrains. C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Quand seront-ils remis? C'est la réponse que nous attendons. Et surtout, quel calendrier précis est prévu pour les acquéreurs qui attendent depuis plusieurs années? Nous ne voulons plus de simples promesses. Nous ne voulons plus de réponses vagues. Nous voulons des engagements clairs, écrits et vérifiables. Pour certains, c'est l'argent économisé pendant des années. Pour d'autres, c'est le fruit de leur travail, de leur commerce. Le collectif, à travers Fatimé Madiengue, interpelle les autorités compétentes. Nous demandons aux autorités compétentes de se saisir de cette situation. Nous leur demandons d'écouter les acquéreurs, d'examiner les dossiers, d'entendre toutes les parties et de contribuer à faire émerger une solution juste. Comment protéger les citoyens qui investissent leurs économies dans les projets immobiliers? À chacun d'y répondre. Donnons-nous nos terrains. Donnons-nous nos terrains. Donnons-nous nos terrains. Et vous venez de l'entendre, ce sont 200 familles qui aujourd'hui réclament leur terrain. Et puis nous parlons de l'actualité internationale tout de suite. Le ministère de l'Intérieur a mis en garde les Marocains désireux de franchir illégalement la frontière entre le Royaume et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. C'est sur Internet. De nouveaux appels à des rassemblements dans l'optique d'un franchissement collectif de la frontière se font entendre. La date du 15 août prochain circule sur les réseaux. Des messages qui circulent donc sur TikTok, Instagram et Facebook, appelant à un nouveau franchissement collectif le 15 août prochain à Ceuta, mais également à Melilla. Les 30 et 31 juillet dernier, plus de 70 000 personnes avaient répondu à ces appels selon la Guardia Civile espagnole et avaient réussi à entrer illégalement à Ceuta, enclave espagnole située au nord du Maroc. Et puis, au moins 44 personnes ont perdu la vie dans le naufrage d'un bateau survenu mardi sur le lac Kariba. C'est à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. 17 autres passagers ont été secourus selon la police. Le navire appartenant à l'Agence gouvernementale de développement rural assurait la liaison entre les villes zimbabwéennes de Kariba et Chalala avec des escales dans plusieurs îles et villages de pêcheurs. Le président zimbabwéen Emerson Mnangagwa a décrété mercredi l'état de catastrophe à la suite de l'accident. Nous allons au Soudan pour parler des paramilitaires des forces de soutien rapide. Ils ont annoncé hier avoir pris le contrôle de la ville de Guessan, c'est dans l'est du Nil Bleu, au sud-est du Soudan, à la frontière avec l'Éthiopie. L'attaque des forces de soutien rapide a été précédée par des frappes de drones et des tirs à l'artillerie lourde. Les forces sont venues depuis l'Éthiopie. L'armée soudanaise occupe actuellement d'autres localités au Nil Bleu, et cela depuis juin dernier, après le revers essuyé de Kordofan et au Darfour. Les paramilitaires cherchent à reprendre l'initiative au Nil Bleu. Et nous terminons l'actualité internationale au Moyen-Orient, où le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, s'est rendu hier dans le sud du Liban, réaffirmant sa détermination à maintenir des troupes dans une zone qu'elle occupe dans cette région, ainsi qu'en Syrie et à Gaza. Comme le Premier ministre et moi-même l'avons clairement affirmé, nous ne retirerons pas de cette zone de sécurité le terme par lequel Israël désigne la bande territoriale qu'il occupe, a dit Israël Katz, cité par son bureau. L'armée est ici pour protéger les localités du nord d'Israël et de ses propres forces. Nous nettoyerons cette zone. Nous ne nous retirerons en aucun cas des zones de sécurité, ni au Liban, ni en Syrie, ni à Gaza, a-t-il insisté. À présent, c'est la page sportive de cette édition. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdoulaye. Quart de finale de l'Afro-Basket et c'est U18 en hommes.
Aujourd'hui, c'est jour de match pour les Lionceaux. Oui, vous l'avez dit, Fatou Abdou Ndiaye, un match décisif pour le Sénégal où seule une victoire permettrait les Lions de garder le cap et de continuer à rêver donc d'être champion d'Afrique en U18. À 13h par exemple, le Mali va ouvrir le bal face à la Tunisie du programme des quarts de finale Afro-Basket U18 chez les hommes, puis sera donc au tour du Sénégal face à l'équipe du Madagascar à 15h30, 18h. La Côte d'Ivoire jouera contre l'Égypte et 20h30. Sachez que le Cameroun défiera le Tchad. Et chez les dames, le Sénégal a joué le match de classement. Les Lioncelles ont terminé, en tout cas avec une bonne note, cette compétition. Une note très positive d'ailleurs, une victoire contre le Bénin, 66-39. Victoire donc des Lioncelles au match de classement, comme pour dire que, je le disais tout à l'heure, elles ont terminé la compétition sur une bonne note, comme vous le voyez ici sur cette affiche. Alors, nous allons parler de la CAN Beach Volleyball U18. Les demi-finales de la compétition se jouent ce jeudi. Chez les garçons comme chez les filles, le Sénégal sera représenté dans le dernier carré. Une demi-finale 100% sénégalaise se jouera ce matin à 9h au niveau donc de la plage de Sali. Les deux paires sénégalaises vont se disputer une place en finale. Puis l'autre demi-finale en dames opposera le Nigeria face au Maroc. Chez les hommes, seule une paire sénégalaise a réussi à franchir le cap et rejoindre le dernier carré. Sek et Mohamed joueront à 10h pour une place en finale contre l'équipe de Sierra Leone. Bien avant, la Côte d'Ivoire va donc jouer contre le Ghana. Je rappelle que les finales sont prévues ce soir, toujours à la plage de Sali Portudal. Et en football, le Paris Saint-Germain s'est offert encore une fois un nouveau titre, celui de la Super Coupe d'Europe. Le Paris Saint-Germain, le club de la capitale française, lance sa saison de la plus belle des manières. Les hommes de Luis Enrique s'adjugent la Coupe d'Europe et confirment leur hégémonie sur la scène internationale face à une vaillante équipe d'Aston Villa. Score final 2-1. En plus de la Ligue des Champions, le Paris a également remporté la Super Coupe d'Europe comme l'année dernière, où également donc il avait remporté aussi bien la Ligue des Champions que cette Super Coupe d'Europe. Mais une note africaine à retenir dans cette Coupe d'Europe, Fatou Abdou Ndiaye, c'est donc la présence de l'arbitre africain Omar Artan, le Somalien, qui a donc officié ce match, une première dans l'histoire de cette compétition qu'un Africain arbitre cette finale. Eh bien, il a été donc, dirait-on, un arbitre à la hauteur hier. Félicitations à lui et je pense que c'est un bon signal pour l'arbitrage africain. C'est un très bon signal. Merci beaucoup, Alamine Senghor. Nous restons avec vous pour le dernier point de ce journal et c'est la revue de la presse. Bonjour. Les quotidiens se penchent sur la modification de l'article 37 sur la déclaration de patrimoine. Le président Bassirou Diomaye Faye a fait un amendement. Informe sur le quotidien. Dans les colonnes du journal, peut-on dire que dans un communiqué signé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le président Diomaye a accepté et affiché une volonté d'élargir l'obligation de déclaration de patrimoine